Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Évidemment, à 8h34, vous avez la parole comme chaque jour sur Sud Radio avec Françoise Degois et Philippe David, bien sûr. Je salue le funambule, il est hors norme. Vous savez que ça fait 25 ans que je le connais, ce type est extraordinaire. Je parle de Patrick Roger. Oui. Non, c'est parce que je n'étais pas, mon micro était ouvert et je n'étais pas à mon micro. Voilà, ça arrive, bien sûr. Abandon de poste, abandon de poste, ça peut être réprimé. Attention, vous avez trop de facilité. Faites gaffe. Sévèrement, bien sûr. 0826 300 300. Compliqué, la situation ce matin et la situation aussi de l'Europe et de la France, comme on l'a entendu avec l'ancien ministre délégué aux armées, parce qu'on n'a pas été prévenu, en tout cas de l'intervention. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je comprends pas. On n'a pas été prévenu, mais vendredi, il y avait des messages indiquant que il y avait eu évacuation en fait de certaines ambassades, qu'on avait dit en fait au personnel de se mettre en fait à l'abri, que ça circulait quand même beaucoup, que l'on savait que s'il y avait une intervention, c'était plutôt un week-end. Pourquoi ? Parce que pour ne pas faire dévisser en fait la bourse, et c'est extrêmement important aux États-Unis, et que nous, on n'a pas eu, on n'a pas été informés. Alors, il faut bien comprendre, on n'a pas été prévenu, ça c'est protocolairement, mais évidemment que l'Élysée, la chancellerie allemande, évidemment que Keir Starmer en Grande-Bretagne était déjà sur le pont. C'est-à-dire que ce que je trouve assez intéressant, c'est que Emmanuel Macron ait l'honnêteté de dire que sur le plan protocolaire, les Américains et les Israéliens ont fait comme si les aliens n'existaient pas. Mais la réalité, c'est que vous savez, l'offensive israélienne et américaine, elle est dans les cartons depuis 3 semaines. Donc tout le monde est prêt. Et puis ce qu'on sait quand on discute avec les conseillers de l'Élysée, moi j'ai passé un peu des coups de fil ce week-end et hier soir notamment. Ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre ce que dit Emmanuel Macron, c'est que ça coulisse quand même très bien avec le Pentagone. C'est que ça marche très bien avec Rubio et que finalement tout le monde marche très bien parce que ça marche. Quand on lit en fait certains commentaires, ça marche. Je sais pas quel commentaire vous lisez, mais en tout cas, moi je lisais, par exemple, c'était notamment l'un des proches en fait de comment dirais-je, de Donald Trump qui disait la France en fait et l'Europe sont complètement en dessous de tout. L'Europe occidentale est tombée bien bas. Écoutez, si c'est Stéphane Miller, c'est pas. En tout cas, c'est Lindsey Graham, sénateur républicain. Évidemment. Donc, c'est un proche de Donald Trump. Non, mais en tout cas, moi, ce que je ne crois que ce que je vois, et ce que je vois, c'est que le Charles de Gaulle se déroute parce que évidemment, c'est aussi sur demande du Pentagone et que la France va être engagée, comme elle l'a toujours été déjà la dernière fois, dans des opérations. Parce que nous avons des intérêts aussi là-bas. Et puis aussi parce que la France, les Américains ne peuvent pas tout, pas plus que les Israéliens. Il faut intercepter des missiles. Personne ne connaît le nombre de stocks de missiles. Donc les Français vont servir à ça. Philippe David. Comme les Britanniques d'ailleurs. Vous allez me pardonner une métaphore un peu facile, mais on n'a pas été prévenu, mais c'est comme vos voisins quand ils partent en vacances. Ils vous le disent pas systématiquement, mais vous les voyez charger la voiture. Inutile de dire que la France, avec ce qu'elle a... c'est une bonne image. Non, mais inutile de dire que la France, avec les satellites, les bases militaires qu'on a notamment aux Émirats, excusez-moi, comme le disait Françoise, j'étais assez d'accord avec son édito, quand vous faites décoller 200 avions, ça passe pas inaperçu sur les écrans radars. Voilà. Et que donc la France surveille quand même un petit peu la région et que nos services secrets sont encore opérationnels et plutôt bons dans cette zone du globe. Évidemment, même si les liaisons aériennes ne passent pas directement là où ça a été mené, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc pour ça, il a fallu interrompre tout le trafic. D'où d'ailleurs beaucoup de Français qui sont bloqués là-bas dans la région. Et bravo Régis Maillot, parce que évidemment, qu'est-ce que ça fait du bien. Non mais franchement, dans ces heures noires, qu'est-ce que ça fait du bien de se moquer de ces gens, de se moquer se moquer gentiment de ces gens. Écoutez, vraiment, les appels au secours des influenceuses, honnêtement. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres Français là-bas. Il y a même aussi un ministre italien, vous avez vu, qui est bloqué. Il était en famille à Dubaï. Il y a Tugdual Denis aussi qui est bloqué, le patron de Valeurs Actuelles, je crois, qui est bloqué. Tugdual Denis est bloqué en famille là-bas aussi. Il y a beaucoup de gens bloqués à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï, beaucoup trop, je trouve. Non, mais je voudrais revenir sur notamment l'arrivée du Charles de Gaulle, etc. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que pour
pourquoi demander l'avis aux Européens? Il y a 52 ans, un secrétaire d'État américain qui s'appelait Henry Kissinger avait dit l'Europe, quel numéro de téléphone. Oui, mais on le ressent donc inutile de dire que vous appelez les Européens, les Français vont vouloir faire une chose, mais les Suédois une autre, les Espagnols une troisième, les Irlandais une quatrième, les Italiens une cinquième. Vous conviendrez. Donc vous débrouillez tout seul. Non, mais vous conviendrez donc, Philippe et Patrick, vous conviendrez donc, en tout cas moi je conviens qu'il est temps vraiment. Qu'est-ce que ça montre? Si vous n'avez pas d'armée, de toute façon vous ne pesez pas. Donc bien sûr que l'armée européenne c'est un serpent de mer, mais au moins une force coordonnée. Le problème c'est qu'on n'est pas forcément d'accord entre Européens. Je suis d'accord, mais en même temps vous avez vu les pas. Vous imaginez? D'accord, mais vous avez vu les pas que fait Friedrich Merz pour la première fois, et ça depuis des mois, et ce sont des pas récurrents pour accepter éventuellement de se mettre sous le parapluie nucléaire français. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Plusieurs appels. Évidemment, Jean-Pierre de La Ciotat sur cette question, effectivement, la position de la France. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick, bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment, vous? En diplomatie, il y a deux choses. Il y a le message, d'un côté, qui doit être sérieux et ferme. Et puis, il y a le messager. Je pense que sur ces deux points, aujourd'hui, la France est nettement défaillante. On n'est pas pris au sérieux, on n'est pas respecté. Et c'est normal. Tout à l'heure, Philippe disait d'Henry Kissinger, l'Europe qui a le numéro de téléphone. Aujourd'hui, il y en a un numéro, c'est celui de von der Leyen. C'est pour ça qu'elle veut mettre la main sur la dissuasion française ou la partager, dissuasion nucléaire, et que Emmanuel Macron, dont je ne dirai pas un mot de plus, sinon je vais être grossier, est en train de commencer à le partager ou d'essayer de diffuser l'idée de le partager pour essayer de se grandir et d'avoir à nouveau un rôle important en Europe. Bon, voilà, on est dans le ridicule, une fois de plus. C'est dommage, parce que l'armée même si c'est complexe, Jean-Pierre, c'est complexe quand même. Je ne crois pas du tout, Jean-Pierre, qu'on soit dans le ridicule. Honnêtement, on n'est pas dans le ridicule sur le Groenland, on n'a pas été dans le ridicule et on ne l'est toujours pas sur l'Ukraine. Je pense. Allez-y, poursuivez, Jean-Pierre. J'ai pas beaucoup de temps d'antenne. Oui, allez-y. Moi, je pense que quand on envoie 14 chasseurs alpins, dont mon fils a été chasseur alpin, donc je connais leurs compétences, pour défendre le Groenland, on est dans le ridicule, on est dans le message, on est dans la symbolique, on n'est pas dans le sérieux. Et je pense que ce manque de fond de la part d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui le caractérise profondément, justement. Donc, quand à un international, on diffuse des messages positifs, négatifs, contraires, qui vont vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche en permanence, et qu'on joue au tourniquet, on n'est pas pris au sérieux. Voilà, je pense. Jean-Pierre, c'est dommage que la France ait une capacité d'agir. Oui, et ce n'est pas complètement nouveau, parce que Françoise rappelait à juste titre tout à l'heure aussi ce qui s'est passé, j'en parlais aussi ce matin, ce qui s'est passé déjà sur des interventions en fait à l'étranger, où on n'était pas très clair. Sur l'Irak, on n'était pas vraiment très clair. On peut parler du Rwanda. La France n'y est pas allée. La France n'y est pas allée, sauf qu'après elle a été obligée, elle a été contrainte, puisque bien sûr, sur la Libye... c'est atroce le résultat, oui, alors en même temps, est-ce qu'on laissait un dictateur aussi continuer une boucherie avec son peuple? Je crois que c'est différent, le cas iranien, du cas libyen et du cas irakien. Déjà, l'Irak, l'erreur, c'est que c'était un des seuls États laïques de la région et que les Américains sont allés lui faire la guerre. Saddam Hussein était un dictateur sanguinaire, etc. Ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Nous, on était un petit peu embêtés parce qu'on avait beaucoup d'intérêts pétroliers là-bas. Évidemment. Merci de le rappeler. Il faut dire les choses. Rappelons quand même une chose, la France avait été un soutien, mais les Américains aussi, massif de l'Irak dans la guerre contre l'Iran au début des années 80 à 88. Mais je crois que je peux rappeler quelque chose. Oui, Jean-Pierre, allez-y. Oui. Je rappelle qu'en 2004, cette guerre a été déclenchée sur les fake news mondiales américaines. C'est vrai. En 2003-2004. Donc ils sont retournés pour ça. Mais je veux dire que l'Irak, effectivement, était un État laïque, mais comme le disaient à l'époque les Américains, ils disaient oui, on sait que c'est un salaud, mais c'est le nôtre. Donc à un certain moment, jusqu'à quel point on intervient dans des pays étrangers en espérant planter une graine de démocratie. Donc je pense que ça, il faut quand même arrêter. Mais je voulais juste terminer. La différence de l'Iran, c'est que l'Iran, déjà, ce n'est pas l'Irak. Premièrement, c'est une théocratie. L'Irak était un pays laïque. Et que deuxièmement, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Une grosse majorité des Iraniens veulent se séparer de ce régime, veulent dégager
ce régime qui a tué encore des milliers et des milliers d'Iraniens. On estime à 80% de la population. C'est difficile à dire, mais... Alors, désolé, la situation n'est pas la même. Et Dieu sait si pourtant, je le dis, l'Irak et la Libye ont été des fiascos. Je vais juste mettre des bémols vraiment sur l'Iran. Patrick a raison de dire on ne sait pas trop. Pourquoi ? Parce que les Pasdaran, les gardiens de la révolution, ont installé un véritable système économique. Il y a 90 millions d'Iraniens aujourd'hui. On évalue à peu près à 25 à 30 millions d'Iraniens, d'habitants qui vivent aussi sur ce système économique. Alors, pas autant. Ce que nous disait une chercheuse franco-iranienne tout à l'heure, elle disait beaucoup moins. Ce week-end, en tout cas, moi j'ai eu ces chiffres. 10 millions. Quoi qu'il advienne, en tout cas, et ça n'est pas monolithique, ça n'est pas parce que ce peuple veut se débarrasser de son tyran, et ça j'en suis sûr, que ce peuple acceptera quelque ingérence que ce soit. C'est une très grande différence. C'est une très grande différence avec tout le reste. Jean-Pierre, oui, allez-y, Jean-Pierre, oui, bien sûr. Que les Iraniens, dans leur majorité, veuillent se débarrasser de cette théocratie, je pense que oui. Le problème, c'est comment et remplacé par quoi. Donc, le peuple iranien n'a pas d'armes, mais il y a toujours un risque à confier des armes massivement à une population pour qu'elle se révolte. Bien sûr. Merci Jean-Pierre. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier de Beaucaire. Bonjour. Oui. Vous avez la parole. Olivier, on marque une petite pause. Vous avez la parole dans un instant. Nous poursuivons évidemment autour de ces questions. Est-ce que vous comprenez la position de la France ? Est-ce que vous craignez une escalade ? Et puis on reviendra aussi au débat un petit peu plus franco-français. Tiens, on parlera du climat politique à Marseille, par exemple. Vous avez vu, en fait, notre sondage IFOP fiducial pour la Provence, LCI et Sud Radio. Benoît Payan l'emporte dans tous les cas de figure, a priori. Nous sommes à 15 jours des municipales. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Françoise Degois, Philippe David et vous, 0826 300 300. Vous savez que c'est vous qui faites aussi la radio. Vous êtes nos correspondants un peu partout pour nous signaler des choses et réagir sur l'actualité. Comme cette question, est-ce que l'on comprend la position de la France, qui est un peu absente par la force des choses dans cette guerre en Iran? Olivier de Beaucaire, rebonjour Olivier. Bonjour. Oui. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui. Mais moi je m'inquiète, moi je dis la France, pour l'instant elle n'a pas à intervenir. On se fait manipuler par Trump, parce qu'il faut regarder quand même les choses d'en haut. Trump il s'attaque au Venezuela, il s'attaque au pétrole. Mais non, mais même au pôle Nord là-bas. Oui, au Groenland. Il s'attaque là, il s'attaque pas à la Corée du Nord par exemple, parce qu'il dit où il tape. Là, en tapant ici, en Iran, il se dit tiens, je vais mettre l'Europe à contribution parce que c'est à côté de chez eux. Moi, j'ai des bonnes idées parce que c'est un tyran, il faut l'exterminer, il faut changer. Mais de quoi il se mêle ? Il veut faire tout la guerre dans le monde. Alors, quand on regarde bien, les États-Unis, premier fournisseur d'armes au monde. Moi, ça fait 20 ans que je dis, si le jour où il n'y a plus de guerre, l'économie américaine, elle s'effondre. Ouais. Oui, ils font des guerres de partout, ces gens. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Surtout là où il y a des intérêts. Ouais. Donc, je dis, on nous a pas attaqué directement encore. C'est soi-disant qu'il y aurait eu des missiles tirés vers le porte-avions. Oui. En tout cas, vers une base, oui. Si on s'approche de l'Iran avec notre porte-avions, on prend des risques de se faire tirer dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Olivier, il faut rester en dehors de cette guerre. On ne peut pas rester en dehors, quand même. Non, mais si on s'approche trop, on risque on va se brûler. de prendre des éclats. Donc à ce moment-là, on sera, on justifiera qu'on nous attaquait et qu'il faut s'y mettre. Françoise. C'est intéressant. Ce qu'ils nous ont fait déjà les Iraniens, ils violent les droits humains, ils tuent leur population. Donc rien que pour ça, il y a un droit d'ingérence depuis 2005 qui a été accordé par l'ONU, mais il faut passer par mandat du Conseil de sécurité. En tout cas, il existe. Le deuxième point, c'est le nucléaire. Et là, ça va être assez intéressant de voir quand les intérêts américains et israéliens vont diverger. Les Américains, ils y vont
pour le nucléaire parce que l'Iran enrichit et a promené la communauté internationale pendant des années. Ça fait quasiment 20 ans, donc ils sont pas loin. Et le deuxième intérêt pour les Américains, c'est bien sûr le détroit d'Ormuz et le pétrole. Et pour les Israéliens, le principal intérêt, c'est les missiles balistiques. C'est parce que c'est ça qui peut atteindre Israël. Donc il y a un moment donné, on va avoir ça dans les jours qui viennent. Il y a des intérêts américains, israéliens déjà qui ne sont pas les mêmes. Mais nous, Olivier, pardonnez-moi de vous le dire, nous sommes quasiment dans l'obligation d'en être, comme dit Patrick Roger, pas parce qu'il faut en être, mais simplement parce que la question du nucléaire iranien est une question qui concerne le monde entier. Et donc, ce que veut faire Trump, c'est mettre à genoux le régime, de façon à ce que ce régime abandonne absolument son enrichissement. Je rappelle, quand vous faites du nucléaire civil, pour l'électricité, il faut enrichir l'uranium à 5%. Quand vous faites du nucléaire, évidemment militaire, c'est 60%. Ça fait des années que les Iraniens tentent d'enrichir à 60 à 65%. Alors jusqu'à présent, heureusement, à 2-3 reprises, il y a eu des interventions qui ont permis de ralentir tout ça. Mais parce que après la menace, c'est que eux veulent rayer de la carte, par exemple, Israël, quoi. Bien sûr. Ça, il ne faut pas l'oublier. Philippe David. Avec les missiles balistiques, ils peuvent déjà. Ça, c'est un problème. Les missiles balistiques iraniens peuvent frapper Israël, mais ils peuvent pas frapper les États-Unis, ce qui crée déjà une distorsion entre les Américains et les Israéliens. Et il y a quand même une autre chose qu'il faut rappeler, je l'ai rappelé dans mon édito, le nombre d'hectolitres de sang français que l'Iran a fait couler et qu'on a un peu oublié. Les années 80. Oui, mais moi j'ai plutôt bonne mémoire et ça je l'ai toujours en travers de la gorge et je l'aurai toujours en travers de la gorge. Vous avez oublié dans ce sinistre palmarès, c'est les années 80, vous avez oublié les morts israéliens français du 7 octobre. Oui. Et parce qu'ils sont nombreux. Là j'ai pris les frappes contre la intervenu 40 ans en arrière. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est pas une critique, mais je veux dire que bien sûr, et je rappelle que si la gauche s'est trompée sur Khomeini, je rappelle qui l'a accueilli. Valéry Merci Françoise Degois, Philippe David, merci à vous mon cher Olivier. Vous continuez d'appeler pour réagir dans La Vérité en face tout à l'heure. Bien sûr, c'était intéressant de connaître votre opinion et on l'a vu diverses d'ailleurs, bien sûr, entre Olivier et Jean-Louis qui était avec nous. Jean-Pierre, Jean-Louis, Jean-Claude. La Ciotat Beaucaire, c'est pas très loin en plus. Voilà, etc. Non, mais c'est intéressant. Tiens, hashtag Benjamin, Jean-Benjamin. Je le connaissais pas celle-ci. C'est joli, hashtag on en parle. Benjamin, on revient avec vous chaque matin, évidemment, sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit, et on y reviendra peut-être d'ailleurs aussi, des influenceuses là, qui lancent des cris de désespoir, de détresse. Ça vous fait rigoler. Non, mais je repense à la détresse. Excusez-moi, je repense à Régis Maillot. Oui, je repense à Régis Maillot. Ça fait très bon. Bon, là, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est un autre influenceur, entre guillemets, qui fait à nouveau polémique parce qu'il a écorché ce week-end le nom de Raphaël Glucksmann. Oui, le leader de la France Insoumise qui s'est amusé sur la prononciation du nom de son rival à gauche, le patron de Place Publique. C'était hier lors d'un meeting à Perpignan. Il a appelé Glucksmann, Raphaël Glucksmann, avant de se reprendre. De la gauche, comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon. Après, j'en ai pour des heures, quoi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans pas plus d'une minute, Ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Ok, Jean-Marie Le Pen, c'est la réponse de Raphaël Glucksmann sur les réseaux sociaux qui a épinglé cette vidéo. Il estime qu'il est devenu, et finalement, Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Jean-Marie Le Pen, le Jean-Marie Le Pen de notre époque. C'est ce qu'il indique ce matin sur France Info. Jean-Luc Mélenchon joue avec les pires codes de l'extrême droite et de l'antisémitisme, ajoutant on ne joue pas sur des noms à consonance juive ou à consonance étrangère. Ce n'est pas la tradition de la République. On s'en souvient la semaine dernière, c'est sur le nom de Jeffrey Epstein qu'il avait ironisé, Jean-Luc Mélenchon. Quelques personnalités ont été approchées par Epstein et ses sbires. Je dis Epstein parce que moi, je dis Frankenstein. Je ne dis pas Frankenstein. Je ne dis pas Epstein. Je ne cherche pas à faire russe. Voilà. Oui, et ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, en un mot, a rejeté toute idée. Il a rejeté le fait qu'il serait antisémite. Il dit qu'ils combattent, nous combattons à LFI l'islamophobie, nous combattons le racisme anti-juif. Il n'existe aucun antisémite à la France Insoumise, ni parmi ses électeurs. Bon,
Un mot de commentaire, Françoise, écoutez, Philippe David. Bien sûr, je et pense vous, que 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une provocation ou pas de la part de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon a lâché tous les chevaux. Il est exactement comme Jean-Marie Le Pen. Il y a un aspect d'abord psychologique. Il est ivre de lui-même, ivre de sa propre parole. Et là, il a besoin, si vous voulez, de donner des quartiers de viande fraîche à sa meute. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une stratégie tout à fait cynique, absolument, de fracturation de la gauche. Il veut devenir l'homme le plus riche du cimetière, en fait, en réalité. Hein. Et oui, c'est ça, sa stratégie, c'est-à-dire être le seul à gauche qui va rester comme seul opposant, si vous voulez, au Rassemblement national. Ouais. Il se trompe totalement. Il est en train, en fait, c'est un naufrage total. Et je pense que s'il y avait le moindre doute sur la rupture entre Jean-Luc Mélenchon et le reste de la gauche, eh bien, je pense que tous ces doutes sont levés. Il suffit de lire la réaction de Olivier Faure, hein, qui parle de la dérive, qui dit ça finira mal. Mais je pense, moi, que ça finira mal pour Jean-Luc Mélenchon, pas pour la gauche. Enfin, quelques jours après Epstein, remettre une louche avec Glucksmann. C'est volontaire. Oui, c'est pas un accident, ça, on est bien d'accord. Bien sûr. Non, mais alors, quand il dit qu'il n'y a pas un antisémite à la France insoumise, je sais pas, moi, mais quand Thomas Porte prend la photo d'une tombe d'un des organisateurs de l'attentat contre les athlètes israéliens au JO de Munich, si là-dedans il n'y a pas de l'antisémitisme, je sais pas où il y en a, mais alors quand même le comble du ridicule, c'est Émeric Caron qui a fait un tweet ce week-end en parlant des gouvernements fascistes d'Israël et des USA qui bombardaient l'Iran. Je crois que je l'ai jamais entendu qualifier le régime iranien de fasciste, le Hamas de fasciste, ou même le régime algérien, régime militaire qui embastille des Français, de fasciste. Il y a polarisation et puis évidemment chacun sur ses... À ce stade-là, c'est quand même beaucoup plus que de la polarisation. Je pense que bien sûr. Je pense qu'il y a ça, vous avez raison. Mais il faut prendre, moi je connais très bien Jean-Luc Mélenchon depuis des années et des années, je pense qu'il faut maintenant prendre la dimension psychologique de Jean-Luc Mélenchon. Et en cela, c'est le parallélisme d'effort avec Jean-Marie Le Pen. Il y a un moment donné où Jean-Marie Le Pen, tout le monde sait qu'il ne veut pas gagner. Souvenez-vous de sa tête quand il est qualifié pour le second tour. Il ne sait pas quoi faire de cette victoire. Et la réalité, c'est qu'il y a une ivresse de soi-même et de son propre verbe. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait dans cette psyché. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon qui était à Perpignan ce week-end, hier, comme Jordan Bardella, les deux là-bas. Il y a eu une forme de nationalisation du débat qui a un peu agacé d'ailleurs, je crois, les Perpignanais, bien sûr, parce qu'il y avait les deux là-bas. C'est-à-dire d'ailleurs, ce matin, c'est intéressant, dans l'Indépendant, on dit, ils sont passés là, mais évidemment, ils sont repartis et les Perpignanais restent avec leurs problèmes. Vous allez voir que à propos de municipal, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Si vous voulez commenter ce sondage que nous publions ce matin avec la Provence, LCI, et le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, qui montre que Benoît Payan l'emporterait dans tous les cas de figure à Marseille. Alors nous sommes à 2 semaines des municipales et il peut se passer beaucoup de choses. Mais le RN est vraiment en embuscade. Franck Alizio est à 4 points derrière. Patrick, vous savez, il y a 2 heures de vérité que nous aurons le plaisir de commenter dimanche dans 15 jours à 20h. Il y a 2 heures de vérité pour le Parti Socialiste. C'est Marseille et Toulouse. Est-ce que le Parti Socialiste fait accord avec la France Insoumise après ce qui vient de se passer pour le second tour? Est-ce qu'on perd des villes ou est-ce qu'on perd son âme? C'est un vrai sujet. Il y a déjà pas mal de villes où il y a des listes communes. Jean-François Acheli, attendez, s'il vous plaît. Jean-François Acheli, dans un instant, la vérité en face jusqu'à 10h, évidemment, avec Sud Radio. Juste après, vous retrouverez Valérie Expert. Intéressant la question de c'est quoi le problème ce matin? La sexualité des seniors. Eh oui. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi on se regarde? Des seniors, et ça va jusque 80-85 ans, bien sûr. Allez, il est 9h.